pense que tout est cyclique, donc forcément ce qui s'est passé dans le passé peut se répéter, peut-être pas exactement de la même manière, mais sur la même base en fait. Il y a toujours des types de comportements humains qui se répètent, donc bien sûr je pense que si on en a identifié dans le passé, ça peut nous servir pour l'actualité en fait. Savoir pourquoi les hommes se sont installés à un endroit, c'est essentiel pour comprendre pourquoi ils ont choisi un mode de vie. Et ce mode de vie, ce qu'il a produit en termes d'usage, de forme. Les deux personnes interviewées ont capté les deux éléments essentiels justement de ce que nous proposons comme explication de la taille, de la distribution par taille de ville. C'est-à-dire la première personne interviewée, la dame, a mis en avant les éléments récurrents du comportement humain. Et donc les éléments qui sont persistants dans le temps et qui ne dépendent pas de l'environnement technologique ou historique du moment. La deuxième personne interviewée, le monsieur, il a mis en avant l'aspect social, le fait que dans une ville on s'agrège et qu'on vit en communauté et comprendre la taille de ville, pourquoi il y a des villes plus grandes et plus petites, et c'est comprendre même de certains aspects fondamentaux de notre nature, je dirais. Nous avons cru jusqu'à présent que des éléments typiques des économies industrialisées, tels que les économies d'échelle, les spillovers technologiques, les infrastructures, les capitales physiques, ou bien les coûts de congestion, étaient des éléments fondamentaux dans la détermination de la taille de ville. Ce que notre recherche montre est que, en effet, une distribution de taille de villes émerge aussi en absence de tous ces éléments-là. On a pu isoler deux éléments qui sont présents dans toutes les économies, dans tout le temps après la révolution néolithique. C'est-à-dire l'effet que voyager a un coût, en termes de temps, et donc un coût économique, si on peut dire comme ça, et que les gens, néanmoins, ont besoin de voyager, de se déplacer d'un endroit à un autre. Et imaginons initialement que les villes ne soient pas des villes, mais que des points. Comment est-ce que l'effet de devoir voyager entre elles détermine la taille des villes? Il est évident que les villes qui se trouvent dans une position plus centrale seront favorisées. Parce qu'à partir de ces villes-là, on peut se déplacer plus facilement, à un coût plus bas. Pour nous, normalement, cette analyse se fait sur des données des économies modernes, mais pour moi, découvrir qu'il y avait des données sur les économies anciennes, pré-industrielles, donc le 9e siècle dans l'oasis de Bukhara, a été une excitation totale parce que je me suis dit, là, on peut observer l'évolution des villes en absence de tous les éléments perturbateurs qui sont présents dans nos économies modernes. Non seulement les éléments qui sont la conséquence de la révolution industrielle, mais aussi les éléments exogènes comme différence de climat ou de fertilité des terres dans les différents endroits, et aussi les éléments qui sont endogènes comme les guerres ou bien les grandes migrations, ou bien encore les infrastructures qui sont construites sur des endroits qui initialement étaient distribués de manière plus ou moins aléatoire. Moi, j'ai un plaisir énorme à la découverte. À chaque fois que je comprenais une chose, j'avais l'impression d'être très léger et de marcher, de marcher à demi-mètre de terre sans gravité pour la beauté des choses que j'avais découvertes. Une des choses, c'était qu'on a découvert que la distribution par taille de ville d'une économie élémentaire comme celle de l'oasis de Bukhara au IXe siècle, donc vraiment élémentaire, une économie agricole, la distribution par taille de ville n'est pas très différente de celle des États-Unis aujourd'hui, ce qui est une économie complètement différente, qui a passé à travers différentes transformations et qui est une économie pleinement industrielle, post-industrielle même. Ce papier est né par
comme conséquence de nos rencontres avec Rocco Rante, qui est archéologue au Louvre. Et on peut parler de coup de foudre scientifique. Je n'aurais jamais cru que j'aurais écrit un papier en archéologie pour un public d'archéologues. Et je pense que Rocco Rante, mon co-auteur, n'aurait jamais pensé qu'il allait écrire un papier en économie, destiné aux économistes.